Bonjour tout le monde, Marjorie Théodore au micro. Merci de nous rejoindre sur Canal M pour l'émission Vivement les femmes. Aujourd'hui, je vais m'entretenir avec une femme dynamique, inspirante et pleine de réalisations. Cette femme s'est donnée toute une mission. Je l'ai vue évoluer à travers les années et je trouvais qu'il fallait lui donner la parole à cette émission qui met en lumière le parcours de femmes extraordinaires. Et c'en est toute une. Alors, née à Beyrouth, Caroline Codzi est de ces femmes à poser l'échelle pour que d'autres la gravissent et fassent éclater le plafond de verre. Elle-même s'est hissée au rang des 100 femmes les plus influentes du Canada, des entrepreneurs qui changent le monde, des 75 grands immigrants et des 20 personnalités de la diversité du Québec. Elle travaille sans relâche au Canada comme ailleurs, à l'égalité des genres et à l'ascension des femmes dans les organes décisionnels. Sans conteste, c'est une femme d'inspiration. Bonjour Caroline Codzi. Bonjour Marjorie, merci de me recevoir. Bienvenue à Vivement les femmes. Très, très appréciée de te recevoir. Alors, pour moi, il n'y a rien qui est à ton épreuve. Hein? Donc, je te connais et tu es toujours avec de nouvelles idées, des nouvelles actions. Et puis, je vais en nommer quelques-unes. Déjà, en 2010, tu as fondé la gouvernance au féminin afin d'accroître la présence des femmes dans les organes décisionnels. En 2017, tu as créé la première certification parité en Amérique du Nord qui a pour objectif de réduire l'écart dans les genres en milieu de travail au Canada. Tu as cofondé S'inclusif, organisation avec pour mission l'inclusion de toute personne issue des groupes sous-représentés et en plus également nommé par le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, sur le Comité national pour l'égalité des genres et également par la mairesse de Montréal, Valérie Plante, sur le comité d'affaires de la Ville de Montréal. Vraiment, félicitations, tout un parcours. Alors, avec ce parcours, on voit bien que la cause des femmes te tient particulièrement à cœur. Donc, tu as créé la gouvernance au féminin, puis j'aimerais savoir quelles ont été tes motivations. Marjorie, quand je suis arrivée au Canada en 1990, donc début de la vingtaine, j'avais 22-23 ans à l'époque, j'avais vraiment comme ambition de gravir les échelons, de travailler fort, d'accéder au sommet. Je n'avais aucune limite dans mon ambition ou dans mon plan de carrière. Mais j'ai rapidement réalisé que mon ambition, qui, elle, n'a jamais faibli, faisait face quand même à certains obstacles auxquels je ne m'attendais pas. Et j'ai quand même, je ne peux pas me plaindre, réussi à gravir les échelons. C'est-à-dire qu'au fil de 25 années dans le monde corporatif, je me suis retrouvée dans des postes de vice-présidence et même mon dernier poste, j'étais vice-présidente exécutive pour l'une des plus grosses firmes d'expertise médicale au Canada. Donc, on peut dire que l'objectif était pratiquement atteint. J'étais peut-être pas PDG, mais j'avais quand même un poste très important. Mais je me rapportais à un conseil d'administration d'hommes blancs d'un certain âge qui se ressemblaient tous, qui avaient tous la même formation, la même façon de penser, etc. Et c'est un petit peu à ce moment-là que j'ai réalisé jusqu'à quel point je me retrouvais souvent, beaucoup trop souvent, la seule femme à la table de décision. Je me retrouvais trop souvent dans des circonstances où l'apport d'une personne, d'un groupe sous-représenté, que ce soit une femme, que ce soit une personne minorité visible, LGBTQ, une personne handicapée, peu importe, une personne qui avait un parcours différent de tous ces gens autour de la table pourrait apporter tellement de richesse à la conversation, tellement de robustesse à la prise de décision, tellement d'innovation. Et c'est un peu ce qui m'a stimulée, ce qui m'a motivée, parce que je réalisais que trop souvent, les gens au Québec et dans le reste du Canada n'avaient pas conscience de cette réalité. Il fallait avoir vraiment progressé et s'être retrouvé dans les hautes sphères pour se rendre compte qu'on transige encore avec des hommes blancs. Oui, tout à fait. Et puis, c'est ce sentiment de solitude aussi qu'on peut éprouver à ces moments-là. Donc, alors, tu as créé la gouvernance au féminin pour cette gouvernance, ce leadership féminin. Est-ce que tu peux nous parler de cette organisation? Alors, l'objectif à la base, en 2010, c'était vraiment de sensibiliser les femmes comme les hommes, parce que sans les hommes, en tant qu'alliés, en tant que champions de la cause, on ne parviendra à rien. Si on veut une réelle égalité
entre les hommes et les femmes, il faut aussi qu'on se tienne la main et qu'on travaille ensemble vers cet objectif de société qui n'est pas un objectif de femmes, mais c'est vraiment pour que notre société soit plus productive, que notre économie soit plus vigoureuse, etc. Donc, c'était d'abord de sensibiliser. Alors, on a commencé par des événements. On a invité des conférenciers de renom du Canada, du Québec, du Canada, des États-Unis. Et très rapidement, c'est devenu international. On avait des gens d'un peu partout qui venaient partager leur vision du leadership féminin et faire avancer finalement les mentalités d'une part, mais aussi l'idée était de donner aux femmes un petit boost à leur estime de soi, qu'elles comprennent leurs valeurs, qu'elles comprennent le rôle qu'elles ont à jouer et le rôle grandissant en fait qu'elles vont être amenées à jouer si elles savent vraiment gérer leur carrière adéquatement, c'est-à-dire un petit peu plus comme les hommes ont tendance à gérer leur carrière, à foncer, à surmonter leurs peurs, à sortir de leur zone de confort et à comprendre que c'est quelque chose qui va les aider à atteindre leurs objectifs. Donc, c'est comme ça que ça a commencé, des événements. Rapidement, on s'est rendu compte que, oui, les événements étaient inspirants. On recevait souvent des témoignages de femmes qui disaient « Je suis sortie de là tellement énergisée. J'ai eu le courage de parler à mon patron, ma patronne, d'une promotion, d'un nouveau projet, de quelque chose que je voulais lancer, etc. » Donc, c'était super, mais il y avait comme un petit besoin de pousser ça un peu plus loin, c'est-à-dire d'accompagner de manière plus personnalisée les femmes. Et c'est là qu'on a lancé en 2015 les programmes de mentorat. On a un programme de mentorat pour les femmes exécutives et un programme de mentorat qui, lui, est arrivé plutôt au début de la pandémie pour femmes professionnelles. Et les formations en gouvernance avec nos partenaires Ligop et soutenues par la Caisse de dépôt et placement du Québec pour que plus de femmes aient tous les outils nécessaires pour jouer un rôle instrumental sur un conseil d'administration. Ah, c'est génial. L'accompagnement est toujours un bon élément pour les femmes et puis ça peut les stimuler aussi à aller plus loin. En parlant d'aller plus loin, tu as été aussi beaucoup plus loin avec l'idée de la gouvernance en féminin en créant quand même la première certification parité en Amérique du Nord. C'est pas peu de choses. Donc, comment que c'est venu? Alors, Marjorie, après avoir réalisé que des centaines de femmes étaient passées par nos programmes de mentorat, des centaines de femmes étaient passées par nos formations en gouvernance, que vraiment, on est en train d'avoir un impact concret sur la carrière de ces femmes et leur rôle en entreprise, on s'est rendu compte que ça ne suffisait pas. Pourquoi? Parce que trop souvent, ces femmes retournaient dans des milieux professionnels qui étaient traditionnellement conçus par des hommes pour des hommes. Et elles vivaient des frustrations et il y avait des inéquités dans la manière d'être compensées, d'être promues, d'être formées, etc. Et c'est là qu'on s'est dit qu'après avoir travaillé sur les femmes elles-mêmes, les hommes et leur rôle d'alliés, il fallait absolument qu'on se penche sur les entreprises et leur culture. Ouais. Et c'était là que le bas blessait, c'était les politiques que les entreprises avaient mises en place, les initiatives qui n'étaient pas suffisamment inclusive et qui ne permettait pas aux femmes de progresser au même rythme que les hommes. Et donc, à l'époque, on s'est dit, l'idée est géniale, mais comment faire pour vraiment la concrétiser? Oui. On n'est pas McKinsey et compagnie. Mais là, on s'est dit, on n'est pas McKinsey et compagnie, mais peut-être bien que McKinsey et compagnie trouveront l'idée géniale aussi et voudront la soutenir. Et c'est comme ça qu'on s'est fait accompagner pendant 4 ans par le plus important cabinet de consultants au monde, qui nous a aidés à créer cette certification, à la bonifier année après année, à la modifier aussi pour prendre en considération des hashtags MeToo ou des Black Lives Matter, etc. et s'assurer que dans la certification, on touche toutes ces réalités sociétales aussi. Et donc, en 2017, on a pu lancer cette certification qui, l'année d'après, a eu un tel succès que Accenture, Mercer et Willis Towers Watson sont également venus à la rescousse pour nous soutenir dans l'évaluation des candidatures. Oh, wow, génial. Et comment que ça a été pris par les gestionnaires de ces grandes entreprises? Et puis, est-ce qu'il y en a beaucoup pour l'instant, des entreprises? Eh bien, on a près de 80 entreprises d'envergure. Alors, on travaille essentiellement avec les grandes et les très grandes entreprises. On parle de banques, de compagnies d'assurance, d'universités, de compagnies en haute technologie, plusieurs
corps gouvernementaux aussi, comme par exemple la Ville de Montréal ou la Société de transport de Montréal ou la Garde côtière canadienne, mais aussi des symboles de résilience en pandémie comme Pfizer ou Zoom, des universités comme McGill, Concordia, Polytechnique. La liste est longue. La liste est extrêmement longue et je ne veux pas donner trop de noms pour ne pas négliger d'autres qui sont extraordinaires et qui nous soutiennent depuis longtemps, mais on a vraiment un nombre grandissant d'organisations parce que ces organisations qui, à la base, en 2017, étaient 17, ça a fait boule de neige pour en arriver à 31, 48, 65, 70, etc. Et là, la plupart de ces organisations-là, la vaste majorité, je dirais à peu près 95%, reviennent après année parce que l'objectif est de progresser. Donc, quand elles soumettent leur candidature et elles reçoivent leur cahier d'évaluation, il est détaillé avec des recommandations, du benchmarking, des meilleures pratiques et on les invite à faire le travail qui est recommandé dans le cahier et de revenir l'année d'après, resoumettre et là, on va les comparer à l'année précédente. Et on a vu des organisations passer de bronze à platine en quelques années. La Commission des normes et de la santé et sécurité au travail en est un bon exemple. Ils ont progressé comme ça. On en a vu d'autres qui, malheureusement, ont chuté de platine à or parce que, par exemple, il y a eu une grosse acquisition qui a été faite et l'organisation qu'ils achetaient ou avec laquelle ils fusionnaient n'avait pas les mêmes pratiques, les mêmes bonnes pratiques et donc ça diluait et il fallait recommencer le travail. Mais on est là pour les accompagner à chaque étape de leur évolution vers la parité. On accélère en fait ce chemin pour elles. C'est un processus rigoureux. Donc, c'était très intéressant. Reste avec nous, Caroline. Nous nous arrêtons pour une petite pause. Contemplando la ciudad, ¿por qué te vas? Como cada noche desperté, pensando en ti, y en mi reloj todas las horas vi pasar. ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo. Las cosas que quedaron por decir se dormirán junto a las manillas de un reloj. Esperarán todas las horas que quedaron por vivir. Esperarán. Todas las promesas de mi amor se irán contigo. Junto a la estación no lloraré igual que un niño. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo. Me olvidarás. Me olvidarás. Junto a la estación no lloraré igual que un niño. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán
te vas de Jeannette, chanson choisie par Caroline. Et pourquoi? Eh bien, c'est une chanson qui me rappelle une période extrêmement importante dans ma vie. C'est une chanson qui était à l'Eurovision en 1974. J'avais 6 ans à l'époque, 7 ans en 75 quand la guerre a éclaté au Liban et que nous avons fui en France. Et donc, c'était la première chanson que j'avais entendue, que je découvrais, que je ne connaissais pas. J'étais toute petite, mais cette chanson, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas un anniversaire, parce que tous mes amis savent que mes anniversaires sont des énormes fêtes. Ouais. Et il n'y a pas un anniversaire que je fête sans cette chanson en particulier qui me rappelle une période dont je suis un petit peu nostalgique, ce début de guerre où on ne savait pas trop ce qui allait arriver. Et voilà, il y a des choses qui sont très marquantes de cette époque-là. Et même s'il y a tellement d'années qui sont passées, des choses qu'on n'oublie pas. Ça reste. Alors, pour ceux et celles qui viennent de nous rejoindre, je suis toujours en compagnie de Caroline Cazzi, femme inspirante, fondatrice de la gouvernance au féminin et de la première certification parité en Amérique du Nord. Caroline, j'aimerais maintenant mieux connaître la femme derrière tous ces grands accomplissements. Alors, tu viens juste de dire, tu es née au Liban, tu as fait tes études à Paris, hein, ta carrière au Québec. Comment s'articule tout cela, là? Parle-nous de ton enfance, puis comment on articule tout ça, parce que ce sont des éléments importants dans une vie qui nous construit. Mais ce sont des éléments extrêmement importants, surtout que très souvent, quand on me pose la question qu'est-ce qui explique ton succès, comment tu fais pour avoir l'audace que tu as, parce que beaucoup des choses que j'ai réussi à bâtir venaient du fait que j'ai jamais eu peur de prendre un téléphone et d'appeler le plus gros PDG au Canada et de dire voilà ce dont j'ai besoin. Et je pense que souvent, ils sont tellement étonnés qu'ils disent oui en se disant c'est surprenant. Et puis finalement, c'est un petit peu comme ça que les choses ont déboulé et que j'ai eu des soutiens extraordinaires. Et je ne peux pas vraiment donner une recette, mais ce que je peux dire, c'est qu'en ce qui me concerne, ces années vécues dans la guerre du Liban, dans l'insécurité, dans l'incertitude, un petit peu d'insouciance aussi, parce que j'avais 7 ans quand la guerre a commencé, j'en avais 22 quand elle s'est terminée. Et je peux te dire que dans mes années d'adolescence, 15-16 ans, lorsque je suis retournée vivre au Liban, guerre ou pas guerre, j'ai pratiquement forcé mes parents à m'acheter une petite moto. Et moi, je circulais et je faisais le tour de Beyrouth avec mes copines derrière. Et puis, c'était comme ça. Mais cette période-là a vraiment forgé mon caractère, ma personnalité. Et je dirais certaines caractéristiques qui sont très identifiables chez moi, qui sont la détermination, la persévérance et surtout la résilience. Parce que souvent, les gens vont me dire « Ah, mais toi, tu as de la chance, tout te sourit, tout va bien. » Mais pas du tout. Pas du tout. J'ai eu beaucoup de choses extrêmement difficiles, probablement plus difficiles que la plupart des gens que je connais. En effet. Mais je ne sens pas, je n'éprouve pas de besoin de me pencher trop longtemps sur des choses difficiles. Je vais vraiment me concentrer sur tout ce qui va merveilleusement bien. Par exemple, récemment, ma mère s'est remise d'un cancer du poumon et je l'ai annoncé sur les réseaux sociaux et ça a fait boule de neige. Et beaucoup de gens ont dit, je ne savais pas que depuis 3 ans, ta mère combattait un cancer du poumon. Mais ce n'est pas le genre de choses que j'ai envie de partager sur les réseaux sociaux. Mon entourage proche le savait. Parce que ce que je veux, quand je partage des choses sur les réseaux sociaux, c'est inspirer, encourager, donner vraiment l'envie aux gens de se dépasser. Et quand j'arrive en disant, ma mère s'est battue pendant 3 ans, 2 opérations, de la radiothérapie et la voilà guérie, plein de gens me disent, merci, on vit ça dans notre famille, espérons avoir le même courage, etc. Donc, c'est sur ça que je veux me focaliser. Mais c'est certain qu'il y a eu des moments particulièrement effrayants, comme par exemple à l'âge de 17 ans, quand j'ai quitté le Liban pour m'installer de manière permanente seule à Paris. Disons que j'ai eu un moment de doute. Mais ma mère me disait tout le temps, elle m'appelle Carolinette. Elle me disait tout le temps, Carolinette, tu es un petit génie. Donc rien ne peut t'arriver, tu vas te débrouiller. Je me dis, si c'est ce qu'elle pense, c'est qu'elle le sait, elle ne m'aurait pas laissé partir. Elle s'est fait mes parents se sont fait beaucoup critiquer de m'avoir laissé partir si jeune. Mais ils disaient, rester au Liban et risquer de mourir par une voiture piégée, un obus, une balle perdue, ou aller à Paris, puis la laisser se débrouiller et faire ses armes. Mais je pense qu'ils ont fait le bon choix. Ah oui, en effet. En effet.
J'ai vu que tu parlais couramment 4 langues et puis tu en comprends 6. Et est-ce que l'amour des langues t'est venu par tes études? Parce que je sais que tu as fait des études, une première formation en langue. Alors, dis-moi d'où ça vient tout. Je dirais qu'en fait, l'amour des langues vient de mon amour pour les autres. J'aime tellement les gens, D'accord. j'aime tellement les comprendre. Je suis, on me dit, bonne communicatrice, bonne vulgarisatrice. Pour moi, c'est important de bien comprendre le monde qui m'entoure. Mhm. Et en fait, c'est aussi tout simplement dû au fait que j'ai grandi dans un pays où l'arabe est la langue principale, mais la plupart des Libanais parlent également le français et l'anglais. Mhm. Et j'ai vécu à Paris pendant 10 ans, enfin 2 ans à Nice et 8 ans à Paris, plus exactement. Donc forcément, le français est devenu ma langue maternelle parce que je suis arrivée tellement jeune la première fois en France. Et puis l'anglais, parce que quand on est venu vivre au Canada, quand j'étais enfant, on a habité 4 ans à Montréal, de 11 à 15 ans. Et pendant cette période-là, nous habitions Westmount. Westmount, à l'époque, personne ne parlait français. Ah ouais. Alors, mes parents m'avaient mis au camp d'été de Westmount et il a fallu donc que je me débrouille pour communiquer. Et en un été, je parlais couramment l'anglais. C'était Wow. réglé. Après ça, l'espagnol, ça a été un choix d'études universitaires parce que pendant mes années de lycée, j'ai adoré l'espagnol. Je trouve que c'est une langue tellement, tellement magnifique. Et donc, voilà. Après ça, évidemment, quand on parle 4 langues couramment, dont l'espagnol et le français, comprendre l'italien ou le portugais, c'est pas très compliqué. Quelle histoire. C'est vraiment une superbe histoire. Je suis contente de t'avoir en entrevue. Merci. Avec tout ça, je sais aussi que tu es mère et si je me souviens, tu as 2 enfants. Donc, tu as été aussi monoparentale. Comment que tu as pu concilier là, ton rôle de mère et puis celui de la femme qui rêve et puis qui veut marquer son parcours? Comment on fait ça? Alors, c'est effectivement un petit défi et je n'ai peut-être pas une solution qui est bonne pour tout le monde. Alors, je le dis d'avance parce que des fois, les gens me disent « mais c'est un peu curieux comme approche ». Mais c'est l'approche que j'ai adoptée et qui a extrêmement bien fonctionné. Pourquoi? Parce que j'ai preuve à l'appui, 2 enfants de bientôt 25 et 26 ans qui réussissent à merveille, un fils en finance et une fille qui est avocate en droit des affaires, mais qui est spécialisée en cybersécurité, qui a fait ses études à Polytechnique après le barreau du Québec, donc extrêmement focusée et très ambitieuse, également secrétaire du conseil d'administration de la Jeune Chambre de commerce de Montréal, et impliquée évidemment à la gouvernance au féminin, tout comme mon fils en finance, qui après 4 ans à la Banque Royale du Canada est venu s'impliquer de plus en plus aussi à la gouvernance au féminin au niveau des finances et tout. Je me sens extrêmement choyée d'avoir 2 jeunes, non seulement accomplis au niveau de leur carrière, parce que ça, ce n'est qu'un aspect, mais au niveau de leur implication communautaire. Ils sont tous les 2 extrêmement dévoués et de très généreux bénévoles sur plusieurs comités depuis très longtemps. Et puis des bonnes personnes, de bons citoyens et des personnes au grand cœur qui ont de merveilleux réseaux qui les soutiennent et qu'eux aussi soutiennent. Alors, je te dirais que dans mon cas, ce qui a été une complexité additionnelle, c'est que j'ai des parents qui ont travaillé jusqu'à près de 80 ans. Donc, je n'avais pas de soutien de mes parents, même si mes parents étaient venus ici aussi comme moi au Canada. Je n'avais pas de soutien de mes parents et j'avais un mari français qui, quand on s'est séparés, est rentré vivre en France. Okay. Alors, quand on parle de monoparentale, c'est la vraie monoparentale qui, quand elle a besoin de quelque chose, doit appeler une copine parce que j'ai pas d'autre famille que mes parents ici et mon frère. Et alors, il a vraiment fallu se débrouiller. Eh bien, moi, ce que j'ai fait à un très jeune âge, c'est que j'ai impliqué mes enfants dans mes causes. D'abord parce que je me suis dit qu'il faudrait qu'ils comprennent pourquoi maman n'est pas là tous les soirs, qu'est-ce qui l'occupe tant, etc. Et mes enfants, dès l'âge de 11 ans, se sont appliqués auprès de le réseau Enfants en Retour pour les enfants disparus. J'ai été sur le conseil d'administration pendant de nombreuses années. Ils ont été, d'une part, des bénévoles incroyables. D'autre part, ils ont également appris tellement sur ce qu'il fallait faire ou ne pas faire, par exemple, sur les réseaux sociaux, reconnaître des cyberprédateurs, etc. Donc ça, c'était formidable. Et puis par la suite, j'ai été pendant 5 ans porte-parole de l'Armée du Salut. Ils se sont impliqués là. Ils se sont impliqués au bal de la Jonquille pour la Société canadienne du cancer, pour la section Québec.
Et mes enfants, en fait, ils ont fait 9 ans au bal de la Jonquille, qui est le bal le plus prestigieux du Québec. Et ça leur a amené autant qu'ils ont donné, ça je dois le dire. Donc, ce que ça a apporté, c'est que dans tout ça, je n'étais pas la mère qui était là tous les soirs pour faire le souper et pour suivre les devoirs. Par contre, quand on avait des conversations, c'était des conversations qui avaient un impact important, ils avaient hâte de me retrouver. Les ados ne couraient pas au sous-sol, « Oh non, elle est là ». Non, ils couraient vers la porte d'entrée, elle est rentrée, on va se parler, super. Et donc, mais ils sentaient mon amour incommensurable et on était en mode texto plusieurs fois par jour. Donc, j'ai toujours été extrêmement proche de mes enfants qui ne vivent plus avec moi. Mais je vais te dire quelque chose, Marjorie, que je trouve très touchant. Mes enfants vivent ensemble. Oh, OK. Oui, mes enfants vivent ensemble avec leur meilleure amie haïtienne qui, malheureusement, vient de rentrer vivre en Haïti. C'est son choix. Je dis malheureusement parce qu'on la perd, mais elle va retrouver sa mère et son fiancé en Haïti. Mais là, ils ont acheté un triplex ensemble et ils emménagent dans un... Tout le monde dit, ils vont prendre chacun un appart. Non, ils emménagent ensemble parce qu'ils s'entendent tellement bien. C'est magnifique. Et puis, alors, j'aimerais juste rapidement... en 2 mots, qu'est-ce que ta fille retient du parcours de sa mère? Mais j'aurais bien aimé qu'on lui pose la question directement, comme on l'a fait il y a quelques années dans l'entrevue Partie de loin, où justement elle avait été interviewée et j'avais trouvé très rigolo quand on lui avait demandé comment elle faisait pour avoir des opportunités de passer du temps avec sa mère. Puis elle avait dit, je fais comme tout le monde, je prends rendez-vous et j'obtiens ce que je veux. Je pense que ce que ma fille me dit, qu'elle a retenu, c'est... parce que moi, parfois, je lui dis, Élodie, tu en fais trop. Tu vas t'épuiser. Et là, j'ai l'impression que je suis ma mère, parce que ma mère me répète ça sans arrêt. Et elle me dit, ah non, maman, tu peux pas me dire ça après que j'ai vu la passion qui t'a animée pendant toutes ces années. Et moi aussi, j'ai envie de faire tellement. Et c'est pour ça que, jeune avocate qui a travaillé pendant 4 ans en droit des affaires... elle a décidé de se rajouter des études en cybersécurité, de se lancer dans une start-up en cybersécurité. Et au bout de même pas 1 an, ils ont plus de 40 employés déjà. Alors, je pense qu'elle a retenu beaucoup de dynamisme et de rigueur et de discipline. Voilà. Donc, on s'arrête encore pour une petite pause. Vous écoutez Vivement les femmes avec Marjorie Théodore. De retour avec Caroline Codzi, fondatrice de la gouvernance au féminin et de la première certification parité en Amérique du Nord. Caroline, je sais que tu as rencontré, on peut dire, les grands de ce monde. Donc, j'aimerais consacrer les prochaines minutes aux rencontres qui t'ont marqué. Alors, est-ce que tu peux me dire quelles sont les rencontres qui t'ont marqué? Alors, il y a beaucoup de rencontres tellement marquantes. Et ce qui est drôle, c'est que souvent, on se rend compte que plus ce sont des personnalités, on va dire, impressionnantes, imposantes, et plus ce sont des personnes accessibles, humbles, simples. Et je dirais que la personne qui m'a le plus marquée, c'est Hillary Clinton. OK. J'ai eu l'occasion 2 fois de faire l'entrevue d'Hillary Clinton, une fois à Toronto devant 6 000 personnes, une fois à Montréal devant 4 000 personnes. La première fois, c'était à Toronto. Et je l'attendais dans les coulisses. Les coulisses, soit dit en passant, qui étaient tapissées de gardes de sécurité et d'hommes de Secret Services des États-Unis. Et tout d'un coup, je vois, c'était un petit peu sombre en arrière-scène. Et tout d'un coup, au bout du couloir, je vois une figure s'avancer vers moi. Et plus elle s'approche, plus je me dis, c'est pas vrai, c'est Hillary Clinton, c'est vraiment elle. Mais je la voyais statuesque. Je pensais que c'était une grande femme. Et moi, comme tu sais, Marjorie, je suis une femme de petite taille, mince, petite posture et tout. Et elle arrive vers moi et elle est de petite taille. Ah bon? Alors, bon, elle est plus corpulente que moi, évidemment, mais elle n'est pas la grande femme que je pensais qu'elle était. Et surtout, elle est d'une douceur à laquelle je ne m'attendais pas.
La première chose qu'elle a faite quand elle m'a vue, elle a mis ses 2 mains sur mes épaules, elle m'a regardée dans les yeux et elle m'a dit « I couldn't wait to meet you ». Wow. J'avais tellement hâte de vous rencontrer. Alors là, je l'ai regardée, je lui ai dit « Really? I couldn't wait to meet you ». Et ça a été, et tout de suite, elle m'a mise à l'aise, parce que pour moi, c'était pas si évident. L'entrevue que j'allais mener n'était pas simplement sur le leadership féminin. C'était juste après son échec, quand elle a écrit son livre « What Happened » et qu'elle explique ce qui s'est passé durant la campagne présidentielle. N'étant pas une grande spécialiste de la politique américaine, j'avais dû me familiariser avec tellement de notions et tellement de concepts. C'était des jours et des semaines de lecture et d'apprentissage. Donc, j'étais beaucoup plus intimidée qu'une entrevue habituelle de la gouvernance au féminin, etc. Mais elle m'a tout de suite mise très à l'aise. Je dirais que Justin Trudeau m'a également, que j'ai rencontré peut-être 30 fois depuis le début de son mandat, mais la première fois, Justin qui m'a extrêmement mise à l'aise tout de suite et qui était vraiment à l'écoute, chaleureux, ça a été aussi assez extraordinaire. Alors, des personnalités d'envergure, même Emmanuel Macron. Quand j'ai rencontré Emmanuel Macron à Deauville, c'était quand il était encore candidat. Et j'ai fait une selfie avec lui et on a rigolé très brièvement. Et puis, je l'ai revu quand il est venu à Montréal. Il était là, le président Macron. Et j'ai refait la selfie et puis il se souvenait de moi et il a rigolé. Il était toujours aussi... bon, on aime ou on n'aime pas. Mais disons que vraiment, d'une éloquence. J'ai rarement vu quelqu'un capable de parler aussi longtemps sans notes. Wow. Et sans hésitation, sans erreur, sans... Extraordinaire. Et j'aimerais savoir quel sentiment qui te nourrit, tu sais, quand tu es en face de ces gens-là. Qu'est-ce que toi, tu ressens intérieurement? Mais moi, la raison principale pour laquelle je fais ça, c'est que j'ai la chance d'avoir accès à des personnes extraordinaires qui ont fait des choses extraordinaires. Et mon but dans la vie, c'est d'aider le plus de gens possible à devenir des gens extraordinaires s'ils le choisissent. On ne force personne à devenir PDG ou à se présenter aux prochaines élections. L'idée, c'est vraiment de donner un terme anglais que je vais utiliser, empower. Et c'est ça que je trouve tellement important. Alors, si j'ai l'occasion de mettre en lumière quelqu'un d'exceptionnel, même si certainement qu'Hillary Clinton n'a pas besoin de moi pour être mise en lumière, mais ce que je veux dire, c'est que l'optique, mon angle de l'entrevue avec Hillary Clinton était de ressortir la vraie femme. La vraie femme. Et d'ailleurs, un des journaux de Toronto, je pense que c'était le Toronto Sun ou je ne sais plus, la plupart des journaux avaient encensé l'entrevue. Un des journaux avait dit que j'avais été beaucoup trop compatissante, beaucoup trop gentille avec elle, etc. Et là, le lendemain matin, j'étais invitée à Global TV en entrevue ou CTV, je ne me souviens plus. Et la journaliste m'avait posé la question et je lui ai dit, écoutez, moi, je suis là pour mettre en lumière ses accomplissements, pas pour, en anglais, on dit « throw her under the bus », pas pour la jeter sous les roues de l'autobus. C'est pas l'objectif. Et donc, ce que je veux, c'est que les gens dans la salle comprennent que Hillary Clinton, c'est une femme, c'est un être humain, comme tout le monde. Un beau jour, elle a eu de l'ambition. Un beau jour, elle a fait des études en droit. Un beau jour, elle a décidé de se présenter à la tête du Parti démocratique. C'est-à-dire, il y a des étapes. Tout ne se fait pas en une nuit. J'ai reçu aussi une femme extraordinaire qui avait été numéro 2 à Washington, là. Est-ce que c'était le IMF, si je ne m'abuse, le Fonds monétaire international, exactement. Et c'est Lagarde? Non, la numéro 2 à l'époque, 2. Qui était une Française. Et j'espère que je ne me trompe pas quand je dis le IMF, mais je pense que c'était le IMF. Et c'était il y a pas mal d'années, mais elle était vraiment en train d'expliquer jusqu'à quel point elle avait l'intention d'être secrétaire de direction. Elle n'avait aucune autre ambition et que c'est son père qui l'a poussée. Et je voulais vraiment que les femmes dans la salle, c'était au Ritz-Carlton de Montréal, comprennent que si c'est ce que vous avez comme ambition aujourd'hui, c'est OK. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de place pour faire plus, faire autre chose et se dépasser. Voilà. Tu as dit quelque chose d'intéressant tout à l'heure. Tu disais, plus ils avaient des responsabilités, plus ils étaient dans ce qu'on peut dire les hautes sphères, ils étaient accessibles. Ce serait quoi pour toi, ça? Cette accessibilité, c'est-à-dire... Mais je pense qu'il y a beaucoup d'humilité derrière tout ça et ça vient probablement du fait que une fois qu'on n'a plus à se prouver,
on peut être beaucoup plus relax avec les gens. Je vois des gens qui sont encore sur l'échelle en train de grimper et qui ont l'impression parfois qu'il faut faire tomber d'autres pour se faire de la place Oui. et pour continuer à grimper. Et ça, c'est une grave erreur. Mais souvent, ce sont les personnes qui ont grimpé, qui réalisent jusqu'à quel point mais il y a de la place pour tout le monde. Et si on peut aider les autres et les faire évoluer avec nous, c'est toute la société qui en bénéficie. Oui, tout à fait. Puis plus il y a cette humilité-là, cette accessibilité-là, mais qui transmet aussi, parce que toi, tu l'as ressenti tout de suite en rencontrant Hillary Clinton. Ce serait toi, quelle vision que tu as du succès? Parce que tu as côtoyé ces grands-là. Donc, ta propre vision du succès, ce serait quoi? Mais je pense que chaque personne a une vision individuelle de Tout ce à qu'est fait. le succès, évidemment, parce que c'est sûr que tout ce qui est, par exemple, succès professionnel, ça, c'est assez universel si on pense à la mesure étant, on atteint quel échelon, dans quelle organisation, de quelle envergure, avec quel salaire, etc. C'est un petit peu comme ça qu'on le définit. Mais pour d'autres personnes, le succès professionnel, c'est de trouver un certain équilibre, de pouvoir continuer à passer suffisamment de temps avec sa famille, etc. Personnellement, mon succès vient justement de cet équilibre qui pour beaucoup serait un déséquilibre parce que je passe effectivement énormément de temps que je consacre à mon travail, à la gouvernance au féminin, mais aussi à S'inclusive, mais aussi à mon bénévolat ou à mes conseils d'administration. Je siège dans des importants conseils d'administration, que ce soit le Conseil du patronat du Québec, que ce soit le Musée des beaux-arts de Montréal, que ce soit Alexa Translations, une entreprise privée qui est la plus importante dans le domaine. Donc, je dirais que pour moi, c'est de pouvoir faire tout ça parce que ça me nourrit et j'adore. Et je n'ai pas l'impression de travailler parce que je suis tellement passionnée. Mais c'est aussi évidemment de pouvoir consacrer du temps à ma famille dont je suis extrêmement proche, que ce soit mes parents, mon conjoint, mes enfants, ma belle-fille. Pour moi, c'est essentiel d'avoir les gens que j'aime autour de moi et j'ai heureusement pas besoin d'énormément d'heures de sommeil. Oui. Dans tout ça, tu es une femme de la diversité et puis tu aimes l'inclusion. Tu as mis sur pied S'inclusive. Est-ce que tu peux nous en parler? Pourquoi ça te touche? Tu es issue de la diversité, mais pourquoi en faire plus? Eh bien, S'inclusive, en fait, est venue de ma passion, la passion que j'ai toujours eue, qui m'a animée et qui a fait que j'ai fondé la gouvernance au féminin, qui est un désir d'équité. Et à la base, évidemment, la première chose qui pour moi était essentielle, c'était que les femmes puissent jouer un rôle, parce qu'il faut quand même rappeler que quand on regarde les 500 plus importantes entreprises au Canada, il n'y a même pas 5% de femmes PDG. Oui. D'accord? Donc, notre combat, il est encore d'actualité et il va l'être pendant plusieurs années, voire décennies à venir. Mais au-delà de ça, et c'est un sujet dont on parle de plus en plus, il y a quand même l'intersectionnalité. Et dans la certification parité, on touche de manière marquée quand même cet élément d'intersectionnalité, c'est-à-dire femmes, oui, mais femmes issues de l'immigration, femmes minorités visibles, femmes LGBTQ, femmes avec handicap, etc. Ces femmes-là, elles ont encore plus d'obstacles qu'une femme québécoise qui est née ici, qui oui, va avoir certains défis à surmonter. Mais il faut se rendre compte qu'une femme qui a un accent, une femme qui a une autre couleur, etc., a d'autres défis. Puis, à bien y réfléchir, je me suis dit, mais il n'y a pas que les femmes qui ont certains défis. Il y a aussi des hommes issus des minorités visibles. Oui. Il y a des hommes autochtones. Il y a des hommes qui sont LGBTQ, etc., qui n'ont pas la même voix à la table. Et ça, c'est prouvé. Un homme gay n'a pas autant de poids dans une conversation qu'un homme hétérosexuel. Pardon. Oui. Et c'est incroyable. Alors, à force de lire là-dessus, je me suis dit, j'aimerais élargir le discours et vraiment inclure tous les groupes. Et donc, on offre des ateliers sur les biens conscients, on offre de l'accompagnement. Toutes ces entreprises qui disent vouloir faire la bonne chose, attirer la diversité, ça ne sert à rien si on n'a pas une culture inclusive, si on ne met pas en place des politiques. Donc, on les aide à modifier la culture, à travailler sur leurs politiques pour les rendre plus inclusives, de manière à non seulement attirer, mais retenir les personnes de la diversité et que ces personnes-là sentent qu'elles n'ont pas à
rentrer dans le moule pour Ouais. se faire une place, mais que leur diversité est reconnue comme un apport, une richesse. Mhm. Oui. On pourrait parler longuement aussi du recrutement aussi, hein, ce qu'il faut faire là-dedans. Absolument. Mais on va s'arrêter encore pour écouter un deuxième choix musical de Caroline Coetzee. حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بقالي سنين ولا غيرك في بالي حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بقالي سنين ولا غيرك في بالي حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بقالي سنين ولا غيرك في بالي حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بقالي سنين ولا غيرك في بالي حبيبي 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 يا نور العين 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 يا ساكن خيالي أجمل عيون في الكون أنا شفتها الله عليك الله على سحرها أجمل عيون في الكون أنا شفتها الله عليك الله على سحرها عيونك معايا عيونك كفاية عيونك معايا عيونك كفاية تنور ليالي حبيبي 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 يا نور العين 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 يا ساكن خيالي حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بقالي سنين ولا غيرك في بالي قلبك نداني وقال بتحبني الله عليك الله طمنتني قلبك نداني وقال بتحبني الله عليك الله طمنتني معاك البداية وكل الحكاية معاك البداية وكل الحكاية معاك للنهاية حبيبي 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 يا نور العين حبيبي 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 يا نور العين
Je reviens avec Caroline Codcy, fondatrice de la gouvernance au féminin et de la première certification parité en Amérique du Nord. Caroline, ton deuxième choix musical, peux-tu nous présenter? Alors oui, c'est un chanteur égyptien qui s'appelle Amr Diab, que j'aime beaucoup, qui, comme tu as pu le constater, a des rythmes endiablés sur lesquels beaucoup de nos soirées se terminent parce que au Liban, il y a eu un retour vers alors que pendant longtemps, c'était beaucoup plus occidentalisé, on va dire. Depuis plusieurs années, un retour sur beaucoup plus de chansons arabes et avec une petite sonorité, comme tu as pu le constater, un petit peu flamenco. Oui. Qui remonte le tout. J'adore. Et le Liban a été extrêmement bercé par la culture égyptienne, que ce soit au niveau de la télévision, des films ou des chanteurs aussi. Très Bien que belle. nous avons nos propres extraordinaires chanteurs libanais, évidemment. Ah ouais, très belle découverte. Donc, je vais te ramener, on était, avant la pause, on parlait de S'inclusive. Donc, j'aimerais ça que tu termines parce que c'est quand même important, que tu nous dises... Donc, S'inclusive, en fait, cette merveilleuse aventure qui est S'inclusive, c'est d'une part, comme je te le mentionnais, mon propre souci d'équité et tout ce que moi j'ai pu vivre pendant toutes ces années dans le monde corporatif, mais aussi ma cofondatrice, Nicole Pigotte, qui est jamaïcaine, qui est la chef de l'exploitation à la gouvernance au féminin et une amie personnelle depuis plus de 20 ans, 20-25 ans, et qui est jamaïcaine et qui, elle aussi, a été confrontée à beaucoup de problématiques similaires. Et on a décidé donc de lancer S'inclusive et on a un succès qui nous a dépassés assez rapidement. Ah, voilà. Alors, un autre succès pour toi, Caroline. Je t'amène maintenant à un sujet, on parle de l'ambition. Donc, souvent, on pense que l'ambition, c'est quelque chose de négatif. Pour moi, c'est positif. Alors, je te perçois comme une femme d'ambition. Parce que souvent, comme femme, on a l'impression, lorsqu'on est ambitieuse, on ne peut pas se le permettre ou le dire ouvertement. Est-ce que toi, est-ce que tu as eu des critiques par rapport au fait que tu as de l'ambition, tu veux arriver, tu veux marquer ton parcours sur cette terre? Donc, j'aimerais ça t'entendre là-dessus. Mais là, Marjorie, tu touches au biais inconscient. Et effectivement, les préjugés à mon égard, surtout quand j'étais plus jeune, je dirais qu'aujourd'hui, pas vraiment, je pense pas, ou en tout cas beaucoup moins. Mais quand j'étais plus jeune, dans la trentaine, même dans la quarantaine, et que j'étais encore dans le monde corporatif... j'entendais souvent des commentaires par rapport à certains comportements que je pouvais avoir qui, si j'avais été un homme, n'auraient jamais fait sourciller. Donc, c'est clair que l'ambition, le désir d'avancer, etc., tout d'un coup, en tant que femme, on me trouvait peut-être un peu pushy, un peu trop exigeante, trop... comment dirais-je? Oui, peut-être trop ambitieuse, ce qui est complètement absurde parce que mes collègues masculins, eux, étaient encensés pour exactement les mêmes choses. Mais j'ai jamais laissé ça me démonter parce que je le voyais bien et j'étais extrêmement sereine en fait, tout simplement parce que d'une part, peu importe qui me faisait des commentaires, je choisissais si je voulais les prendre ou pas. Et s'ils étaient absurdes, je me suis jamais gênée pour dire mais tu dis n'importe quoi, ça t'appartient, regarde, ça ne me touche pas. Et même si ça venait de patron ou de patronne. Et ce qui fait que je dois avouer que je n'ai peut-être pas été l'employée ou l'exécutive en poste la plus facile à gérer. Mais par contre, parce que j'ai quand même passé beaucoup d'années dans beaucoup d'entreprises d'envergure, je sais que j'ai marqué, que mon passage a marqué. Parce que souvent, quand je quittais des entreprises, plusieurs employés quittaient pour me suivre dans la nouvelle entreprise où j'allais. Donc, c'est sûr que c'était un style auquel il fallait s'habituer au début pour beaucoup de gens. Et puis j'ai fait ma marque et maintenant, on ne critique plus ça. On me félicite alors que c'était exactement le même genre de comportement que j'adoptais plus jeune. Donc, moi, j'ai envie de dire aux femmes, quand elles sont jeunes, soyez authentiques, soyez sincères. Et faites les choses avec bienveillance, parce que ça change tout. C'est sûr que si je faisais ça en faisant du mal autour de moi ou en plantant des couteaux dans le dos, ça aurait été un petit peu plus difficile de me défendre. Mais moi, j'avais bonne conscience et j'étais sereine, que je faisais la bonne chose et les résultats étaient là. Et ça change tout. Oui, en effet.
ça m'amène à te demander quelles seraient les qualités, compétences à avoir lorsqu'on évolue dans un milieu d'hommes en tant que femme gestionnaire. Mais dans un milieu d'hommes qui est dominé par les hommes, déjà, n'importe quelle femme qui va se retrouver dans un poste de haute direction va être à un moment ou à un autre confrontée, que ce soit dans sa propre organisation ou que ce soit chez un client ou un fournisseur, à des groupes plus dominés par des hommes. Mhm. Et je dirais que d'abord, il ne faut pas penser que les hommes ne sont pas nos alliés. Moi, je pars toujours du principe que les hommes sont nos alliés. Et si je vois des choses qui me font douter, eh bien, je ne suis pas gênée d'avoir une conversation et de dire tel commentaire était déplacé. Si on m'interrompt, parce que ça, c'est quelque chose qui, dans les réunions, on le voit, ce qu'on appelle en anglais « man-interrupting », c'est-à-dire les femmes qui se font interrompre par des hommes. Alors, moi, j'ai une voix qui porte. Alors, j'ai l'aisance de parler plus fort et de continuer, dire « je n'ai pas fini mon point », etc. Mais ce que j'invite aussi les gens à faire quand ils voient ça arriver devant eux et que, par exemple, la femme s'arrête parce qu'elle est interrompue, moi, je vais interrompre l'homme et lui dire « attends, Marie n'a pas fini, est-ce que tu peux la laisser terminer, s'il te plaît ?» C'était intéressant ce qu'elle était en train de dire. Ou encore le repeating, c'est-à-dire « he's repeating what she said », que lui répète. Idem, si par exemple Marie a dit quelque chose que tout le monde a ignoré, puis plus tard Marc répète ça et tout le monde trouve ça formidable, je vais dire merci Marc de souligner ce que Marie nous avait apporté au début de la réunion, je voulais justement y revenir, etc. Donc il y a un certain nombre effectivement de comportements, surtout en réunion, à adopter, de choses auxquelles il faut faire attention. Et puis, ce qu'on voit aussi beaucoup, c'est le mansplaining, c'est-à-dire des hommes moins compétents qui expliquent aux femmes des choses sur des sujets qu'elles maîtrisent beaucoup mieux. Alors, tout ça fait partie je pense, de bien conscients qui, plus on en parle et plus on y travaille, et plus ils vont disparaître. Et ça va être beaucoup plus facile pour les hommes et les femmes de bien collaborer et d'obtenir les meilleurs résultats. Parce que moi, je crois très profondément dans la complémentarité des talents et l'importance de collaborer. Parce que je ne veux pas non plus d'un conseil d'administration composé uniquement de femmes. Nous, à la gouvernance au féminin, on a une femme et un homme qui co-président. Monique Leroux et Norm Steinberg qui co-président le CA. Il y a des hommes et des femmes. C'est ça la plus riche formule. Et puis, ça m'amène aussi à parler de l'émotion. On nous a toujours reproché aux femmes d'être émotives, etc. Mais ce qu'on a vu il y a quelques mois ou années, on a vu un Justin Trudeau avec une larme, on a vu un Barack Obama avec des larmes. Donc, ces hommes qui laissaient passer leurs émotions, tandis que quand c'est une femme qui le fait, c'est mal vu. Oui, tout à fait. Puis ce que je trouve formidable avec cette évolution vers une égalité des genres, c'est qu'on n'est pas simplement en train de dire les femmes ont le droit de progresser, les femmes ont le droit d'être en haut de la pyramide, mais on est en train de dire aux hommes, vous aussi, vous avez le droit à vos émotions, vous avez le droit à votre équilibre vie professionnelle, vie familiale, vous avez le droit à votre congé de paternité et vous avez le droit si vous le choisissez, ne pas avoir d'ambition. À un moment donné, j'écrivais sur les réseaux sociaux à ce sujet, je parlais je ne vais pas rentrer, c'est trop long dans les détails, mais il y a un homme qui m'a écrit en me disant « Merci, Madame Kotsi, de parler de ça parce que moi, je suis secrétaire et je me fais traiter d'homosexuelle alors que je suis mariée et que j'ai des enfants. Ça n'a rien à voir, c'est mon choix de métier. J'ai décidé d'être un adjoint administratif. » Donc, il faut sensibiliser au fait que ce n'est pas uniquement les femmes qui doivent pénétrer les milieux dominés par les hommes, mais on aimerait voir plus d'hommes dans les milieux dominés par les femmes, plus d'hommes infirmiers, plus d'hommes dans les garderies. Et c'est comme ça que les salaires dans ces milieux-là vont augmenter. Wow. Sur ces belles paroles, Caroline, donc on va terminer. Alors, Caroline Kotsi, qui est une femme d'inspiration, que je vous rappelle, est fondatrice de la gouvernance au féminin, de la première certification parité en Amérique du Nord. Ce fut un plaisir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci infiniment, Marjorie.
Ceci met fin à notre émission. Merci à toute l'équipe. Mathieu Tessier à la mise en onde, Lynn Roy à la recherche, Jean-Sébastien Laliberté, chef diffusion technique. Ici Marjorie Théodore qui vous donne rendez-vous la semaine prochaine.